Comme l'a dit Madame Guiton, avant tout, je suis enquêtrice de gendarmerie. Je ne fais pas exclusivement du recueil de la parole de l'enfant dans les dossiers de mineurs victimes. J'ai d'autres fonctions, mais ça a occupé une grande partie de ma carrière, notamment lorsque j'étais en Ardèche. Je suis un transfuge de l'Ardèche. Je ne suis dans la Drôme que depuis 2 ans. J'ai encore peu travaillé à l'unité d'accueil des victimes, quelquefois, mais peu. Et on avait un fonctionnement différent en Ardèche où il n'y avait pas d'unité d'accueil des victimes. Ça manquait cruellement. Ça a été évoqué plusieurs fois. Et je parlerai pour la gendarmerie, non pas pour la police. Et en gendarmerie, dans les 3 compagnies de gendarmerie, il y avait des salles Mélanie dédiées à ces auditions de mineurs victimes. Alors ces salles avaient le mérite d'exister, mais elles n'avaient pas le confort pour la victime que peut avoir l'unité d'accueil de Valence. Elles avaient le mérite d'exister, mais elles étaient au sein des gendarmeries. Ce qui veut dire que l'enfant pouvait être amené à croiser des gens pas toujours très sympathiques, des fois des gens très sympathiques aussi, mais c'était bien moins pratique. Dans la Drôme, au niveau gendarmerie, il n'y a pas de structure équivalente à ce qui a été créé en Ardèche. Il y avait vraiment une politique ardéchoise en gendarmerie qui a fait que ça a pu voir le jour. C'est peut-être moins le cas dans la Drôme, peut-être justement parce qu'il y a l'unité d'accueil qui remplit bien cette mission. Néanmoins, à Pierrelatte et à Romans-sur-Isère, il y a 2 bornes Mélanie qui sont installées qui, quand il y a notamment des fois des problèmes techniques à l'unité d'accueil, peuvent pallier au manque de matériel et se substituer et permettre de recueillir quand même l'audition de l'enfant à ce moment-là. Elles sont au sein des brigades territoriales, donc pas dans un milieu aussi protégé que ça peut être à l'unité d'accueil des victimes de l'hôpital de Valence. Concernant le rôle qui m'est confié dans l'enquête au moment où je dois recueillir la parole de l'enfant, il ne faut pas oublier qu'avant tout, je suis un Pandore, je suis un gendarme. Comme disait Monsieur Grison, je dois recueillir des éléments pour amener ou non une personne devant ses responsabilités, devant l'autorité judiciaire. Quand les procédures Mélanie sont mises en place à la fin des années 90, au début des années 2000, une formation a été instituée au sein de la gendarmerie. Elle est dispensée à Fontainebleau, au sein de l'École nationale de police judiciaire. Malheureusement, comme tout le monde, vu les difficultés financières en ce moment, ces formations sont suspendues. On est formé une bonne fois pour toutes dans la carrière. Cela dure 1 semaine. Pour vous, j'ai un souvenir très précis de la première semaine de formation où on nous a bourré la tête de sciences du comportement, de psychologie de l'enfant, du mineur victime, de la victimologie. Plein de choses nous ont été données, choses que pour la plupart d'entre vous, dans vos cursus de formation, vous avez vu en plusieurs mois. Nous, on l'a vu en 8 heures. Alors, il a fallu s'adapter à ça, et je suis plus riche, je pense, et plus forte de mon expérience professionnelle au fil des années, en ayant rencontré des gens comme vous tous, comme les ADOC avec qui j'ai beaucoup travaillé en Ardèche. C'était très riche d'enseignement. Et je suis sûrement plus riche de ça que de la formation réelle que j'ai pu avoir au départ, il y a maintenant 10-12 ans. Ça a quand même le mérite d'exister. Qui plus est en gendarmerie, il faut savoir, ce n'est pas le cas ni dans la Drôme ni dans l'Ardèche, mais au niveau national, il faut savoir qu'il y a, en métropole tout du moins, 38 unités spécialisées, ça s'appelle les BPDJ, Brigades de prévention de la délinquance juvénile. Dans leur mission, il n'y a pas que la prévention de la délinquance juvénile, il y a aussi le fait de recueillir la parole de l'enfant. Ils assistent les enquêteurs des unités territoriales, du gendarme que vous croisez, vous, tous les matins dans le trafic, qui, lui, va un jour être confronté à un dossier où on va lui demander de prendre un petit bout de chou et de lui faire raconter le traumatisme qu'il a vécu. Donc ces unités dans les autres départements existent. Malheureusement, ni dans la Drôme, ni dans l'Ardèche, il n'y en a pas. Donc ce sont les gendarmes d'unités territoriales qui s'y collent, et quelquefois, comme moi, des sous-officiers des gendarmes de brigade des recherches. Je travaille dans une unité de police judiciaire pure. C'est pas facile de recueillir ce genre d'audition. Il y a plein de choses qui s'opposent. Bon, on est des parents, on est des gendarmes, on a plein de casquettes, on a un vécu. Mais on est face à des enfants qui sont perdus. Les 3/4 du temps, quand on les entend, c'est le jour où on les rencontre. Souvent, le seul contact qu'ils ont eu avec la maréchaussée, c'est de voir passer le trafic dans le village, ou alors le jour où, quand ce n'est pas un signalement, quand les parents se sont présentés ou les personnes qui sont allées à la gendarmerie faire une démarche pour déposer une plainte, c'est la première fois
que les petits bouts de chou ont vu un gendarme. Ils ont une image très réductive de ce qu'on peut amener. Ils ont quand même une chose qui est souvent ancrée, c'est qu'on va les défendre, on va emmener les méchants en prison, et on va faire quelque chose pour eux. Donc ça, pour ça, c'est positif. Les 3/4 du temps pour nous, c'est un acquis. Ils ont conscience qu'on va les aider quelque part. Maintenant, on ne s'improvise pas. Encore une fois, ce n'est pas facile de recueillir ce genre de choses. Ce sont des choses, ça a été évoqué déjà précédemment, des événements qui les ont traumatisés, qui ont été agressifs, qui leur ont fait du mal, et ils attendent quelque chose de nous. Charge à nous, comme le disait M. Grison, de ne pas être plus agressifs envers eux, de ne pas être plus violents, de nous adapter à eux, tout en respectant la mission qui nous est confiée, de récupérer des éléments pour faire avancer notre enquête à charge et à décharge. Ce n'est pas forcément pour incriminer quelqu'un, c'est aussi des fois pour prouver qu'il n'y a pas de fond de réalité. Donc dans la Drôme, nous faisons ça au sein de l'unité d'accueil des victimes. C'est un confort, c'est réellement un confort. Tout est au même endroit. Les gens qui y travaillent, que ce soit Madame Michel, Madame Juven, on a tous le même langage, on se comprend. On n'a pas la même mission, on n'a pas le même travail, mais on se comprend et on sait à peu près les uns et les autres ce que doit faire l'autre. Donc c'est plus facile. Pour ce qui est de l'audition en elle-même, quand l'enfant arrive, il est accompagné donc soit d'un parent, soit d'un ad-hoc, soit des fois de la famille d'accueil s'il est placé. Moi, j'ai pour habitude de me présenter, d'expliquer qui je suis, parce que souvent, je travaille en civil. Je suis les 3/4 du temps accompagné de mon camarade de brigade territoriale qui, lui, est en tenue. Ce qui permet à l'enfant de visualiser qui on est réellement. Moi, je ne veux pas que l'enfant à qui je vais poser des questions m'identifie comme l'assistante sociale ou le travailleur social. Je veux vraiment qu'il ait conscience que je suis gendarme, même si je suis en civil. Travailler en civil, c'est un avantage, notamment quand on entend des petits garçons, parce que souvent, ils focalisent sur l'uniforme, sur l'arme qu'on peut porter à la ceinture, et des fois, c'est gênant dans l'audition. Quand on est en civil, ça enlève des choses. Alors, cette mixité, je dirais, de la tenue et du civil, des fois, ça débloque des choses dans l'audition. Donc, j'explique qui je suis, j'explique ce que je vais pouvoir lui apporter et ce que j'attends de lui également. Le souci de la vérité. Faire de la marteau-thérapie, sans insister, sans être trop agressif, mais le souci de la vérité, qu'on attend une vérité. Comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est la première fois que je rencontre l'enfant, quand je vais l'entendre. Donc il est important, avant l'entretien en lui-même, bon, souvent déjà on est les premiers à le rencontrer, après arrive Madame Juven, Madame Michel, il y a une phase avec elles deux, puis quand ça arrive, notre moment de l'entretien en lui-même, il a déjà évoqué des choses avec ces deux personnes, il a déjà raconté, mais néanmoins, il faut faire un petit peu tomber la pression, et on profite d'un petit temps où on fait visiter la pièce où va se faire l'entretien, on explique l'enregistrement de cet entretien, l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, évidemment, on l'a évoqué, c'était d'éviter une réitération des propos. Ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent, même si on essaye d'être le plus complet possible dans la première audition, il y a des détails qu'il va falloir apporter par la suite, des fois pendant la phase préliminaire de l'enquête, comme des fois pendant la phase de l'instruction. On essaye d'éviter la réitération des auditions, mais des fois, on ne peut pas y échapper. Donc il y a une phase de mise en confiance, je dirais, où on explique bien notre rôle, on présente bien les lieux. J'ai l'habitude d'employer le mot de transparence. On agit en transparence. Souvent, l'enfant qui a été victime, il a été face à des adultes qui ont été déloyaux vis-à-vis de lui, qui n'ont pas agi en transparence, qui parfois lui-même l'ont filmé ou photographié, franchement ou à son insu. Et je me verrais mal, moi, faire la même chose, le filmer sans lui expliquer pourquoi je le filme, et d'agir en toute transparence, qu'il comprenne que je ne le fais pas pour lui nuire, mais pour lui. Également, je lui demande l'autorisation, bien évidemment, de l'entendre et de le filmer, mais aussi l'autorisation, plus tard, dans l'enquête, de le prendre en photo. Pour une petite chose toute bête dont je me suis rendu compte au fil des années, quand l'enfant est agressé, il a un certain âge. Quand l'enfant est entendu, qu'il rentre dans la phase d'enquête, des fois, il a mis quelques années à le révéler.
des fois quelques semaines, mais des fois quelques années. Il a changé. Donc il est important de fixer son image à ce moment-là. Le film ne suffit pas, on fait quelques clichés photographiques avec son accord. Souvent, on lui en remet des copies pour dédramatiser la chose et pour lui faire comprendre également que lorsque ça passera devant la juridiction de jugement, que ce soit en correctionnel ou aux assises, il aura encore changé, il aura évolué. Moi, j'ai vu des jeunes mamans passer aux assises, alors que quand elles avaient été abusées, quand elles avaient été vraiment agressées, elles avaient 12, 13, 14 ans. Donc c'était vraiment des personnes complètement différentes. Donc il est toujours important de fixer l'image de l'enfant à ce moment-là. Encore une fois, moi, je n'ai pas suivi de formation de psychologie. Hein. Je m'appuie sur mes acquis et sur l'expérience que j'ai pu avoir au fil des années. L'audition en elle-même, quand elle commence, il y a une forme à mettre, la date, le lieu, les personnes présentes au début de l'enregistrement. Et en général, moi, j'aime bien quand nous sommes le moins nombreux possible, c'est-à-dire la victime, un accompagnant, que ce soit le représentant légal, l'ADOC, la psychologue s'il y a moyen, et un deuxième enquêteur. Le deuxième enquêteur qui aura une action passive au départ, qui interviendra plus tard. L'accompagnant sert surtout à rassurer l'enfant. Comme ça a été dit plus tôt par M. Grison, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas poser de questions directement, il ne peut pas interférer dans les actes d'enquête, quoi. Mais il est là, il est rassurant, et il peut à des moments expliquer des choses à l'enfant, le comment du pourquoi. Si je dis que 4, c'est un grand maximum, victime compris, c'est parce qu'on est dans l'intime, on va aborder des sujets particuliers. Les gamins vont devoir s'exprimer devant des gens qu'ils ne connaissent pas, les 3/4 du temps. C'est particulier de révéler ce genre de choses. C'est grave. D'ailleurs, on le sent dans leur comportement. Souvent, si au début, dans la phase préparatoire, quand on leur demande de se présenter, d'expliquer leur famille, leurs conditions de vie, leur scolarité, leurs hobbies, leurs passions, ce qui les intéresse dans la vie, ils sont très enjoués, très à l'aise, le dialogue est facile. Dès qu'on commence à rentrer dans le récit libre dans un premier temps, puis après dans les détails, même des enfants très jeunes se posent et deviennent très concentrés. Les auditions durent en moyenne 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes parce que déjà, il faut arriver à garder la concentration d'un enfant. Pour nous aussi, il faut arriver à rester concentré et à poser les bonnes questions pendant 20 à 30 minutes. Et il faut penser que derrière, il y aura une phase de retranscription de cet entretien, qui est un entretien verbal. Cette phase de retranscription, elle n'est pas anodine, parce que 20 minutes de retranscription d'une audition, c'est quasiment une journée de travail pour un gendarme avec des écouteurs sur les oreilles et à retranscrire au mot à mot ce qui s'est dit. La plus longue des auditions que j'ai pu faire, c'était en Ardèche. Elle a duré plus d'1 heure et demie. Elle a été il y avait un ADOC avec moi, heureusement. Elle a été coupée 2 fois parce que la jeune fille qui avait été victime, c'était des faits incestueux. 2 fois, on a été obligé d'interrompre l'audition parce qu'elle avait des vomissements et qu'on était obligé de l'accompagner aux toilettes. C'était vraiment une réaction physique. Mais 1 heure et demie, c'est vraiment beaucoup. En général, c'est 20, 30 minutes en moyenne. Une fois que l'audition est commencée, que l'enfant s'est présenté, qu'il nous a expliqué sa fratrie, même des fois les cousins, parce que des fois ça implique les oncles, les tantes, la famille. Une fois qu'on a expliqué tout ça, on lui demande de nous faire un récit libre de l'histoire de sa vie qui l'amène à venir nous voir ce jour-là. On essaye de ne pas l'interrompre. Il m'arrive, moi, des fois, de les relancer, les enfants, lorsqu'il y a un blanc un peu trop long, de leur dire « et puis, après », juste pour les relancer. Le but, c'est d'éviter de les interrompre le plus possible pour que ça soit vraiment un récit libre. Ce qui n'empêche pas le deuxième enquêteur, qui lui est à côté, de prendre des notes et de voir où nous pourrons rebondir pour nous récupérer les éléments qui nous serviront à faire avancer notre enquête, à charge et à décharge, encore une fois. Une fois ce récit libre terminé, souvent il est révélateur ce récit libre, parce qu'il va y avoir soit un blocage d'entrée de jeu, soit il va y avoir vraiment un flot de paroles qu'il ne faut surtout pas interrompre, et il va y avoir une gestuelle de l'enfant. Mine de rien, le corps, il parle beaucoup quand même. Moi, quand je m'exprime, je bouge mes mains. L'enfant, il fait pareil. Et souvent, c'est révélateur de certaines choses, cette gestuelle. Et le fait que ça soit filmé, ça nous aide aussi, parce que quand à la fin, on fait la retranscription, on écoute non seulement la parole, mais on regarde le film. Et il m'est arrivé très fréquemment dans des dossiers de faire des
procès-verbaux de comportement, complètement à part de l'audition, où moi, j'essaie d'attirer l'attention du magistrat sur des points qui m'interpellent de l'attitude de l'enfant. Alors encore une fois, je ne suis pas psychologue, ça m'interpelle juste. Moi, je ne les analyse pas, je dis juste, ça me paraît bizarre. Après, charge au magistrat de requérir la bonne personne pour analyser ce qui a pu m'attirer le regard. On disait, il ne faut pas être trop agressif, c'est vrai, envers la victime. Néanmoins, on a besoin d'éléments. C'est sûr qu'on rentre dans le détail après le récit libre. Et on va poser des questions, des fois très particulières. Le récit libre nous sert également, nous, à nous approprier un petit peu le vocabulaire de l'enfant, voir comment il désigne les parties de son anatomie, de ne pas, nous, employer des termes plus grivois que ce que lui n'emploie. On est des fois surpris par les termes employés par des enfants en très bas âge. Charge à nous de ne pas montrer notre surprise et de réemployer ces termes. Ils les ont employés, ils les connaissent, on les réemploie. Ça nous permet de voir leur vocabulaire à eux. Ne pas être subjectif dans nos questions, c'est difficile. Employer des questions ouvertes, c'est difficile. On va le faire au début, puis instinctivement, à des moments donnés, on sera tenté de demander à l'enfant, on va l'orienter. C'est très dur de ne pas l'orienter. Quand moi j'ai un doute, de temps en temps, je note une chose dans un coin, je passe à une autre question, je rebondis sur autre chose, et plus tard je vais revenir sur ce point, et je vais poser ma question différemment, des fois même là je suis un peu machiavélique, en faisant croire que je n'ai pas compris, et en même mettant en avant une autre hypothèse. Et les 9/10 du temps, les gamins me reprennent et disent « Non, mais tu n'as pas compris, c'est pas ça que j'ai voulu dire, c'est ça ». On évoque aussi à la fin de l'audition, une audition d'un enfant victime, bien évidemment. On évoque la notion de menace et de secret qu'il y a pu y avoir, que l'abuseur, l'agresseur a pu mettre en place. Souvent, quand c'est intrafamilial, il y a un conflit de loyauté de l'enfant. C'est pas évident. Donc, on en parle avec lui, on dédramatise tout ça et on essaye de lui faire dire ce qui a pu faire qu'il se soit tué aussi longtemps ou au contraire, le facteur déclenchant de la parole. On essaye d'agir avec tact au mieux qu'on peut. Encore une fois, moi je suis gendarme. Ce jour-là, j'aurai face à moi un enfant victime. Le lendemain, j'aurai un mis en cause. J'aurai pas la même attitude, c'est sûr, avec les deux, fort heureusement. Mais de temps en temps, mon côté gendarme ressort. Et le plus dur, c'est d'agir avec tact, sans rentrer dans l'empathie, parce que c'est pas mon boulot, c'est pas mon rôle. Et à la fin de l'audition, je passe la main au second enquêteur, de façon à ce que si moi, dans le temps du dialogue, j'ai pu oublier quelque chose qui apportera quelque chose dans notre enquête, bien évidemment, mon camarade, qui lui souvent a reçu la plainte des parents, puisse rebondir et poser les questions qu'il faut. Si on parle chacun notre tour, c'est pour éviter un effet ping-pong, pour éviter que l'enfant soit à regarder un enquêteur, puis un autre enquêteur, et ne sache plus vers qui se retourner. Il y a toujours un premier enquêteur qui parle, et à la fin, le second prend la main et pose les questions qu'a pu éviter le premier, parce qu'il était concentré dans le fil de sa conversation avec l'enfant, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une conversation à ce moment-là. À la fin de l'audition également, je demande toujours à l'enfant si lui, il a des questions à poser, parce que si pour nous, c'est un monde compliqué, pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce que ça va donner derrière. Si je peux répondre, je le fais. Si je ne peux pas, je lui explique que je vais soit chercher la réponse, soit l'orienter vers la personne qui pourra lui répondre. Je ne ferme pas la porte à l'enfant. J'ai toujours pour habitude de conclure en lui disant on va arrêter l'enregistrement, on se reverra probablement pour signer l'audition, peut-être pas, peut-être que tu ne reverras que le deuxième enquêteur. Néanmoins, la porte n'est pas fermée. Tu as pu oublier sciemment, parce qu'à ce moment-là, c'était trop dur à dire, ou inconsciemment de dire quelque chose. Tu peux avoir envie de le dire. La porte n'est pas fermée. Ce n'est pas parce que l'audition s'arrête qu'on ne va plus écouter ce que tu as à dire. Pour les plus grands, ça m'est arrivé avec des ados de confier ma carte professionnelle avec un numéro, sans le confier aux parents, à le confier à l'ado pour qu'il puisse nous contacter. Ça simplifie. Il n'empêche qu'on le fait en transparence et qu'après, on en informe les personnes qui sont en charge de l'autorité parentale à ce moment-là, que ce soit la doc ou que ce soit le parent.
J'explique aussi à l'enfant que cet entretien qui va être retranscrit, il sera lu soit par les parents, soit par la doc, enfin par la personne en charge de l'autorité parentale à ce moment-là, pour qu'il n'ait pas une surprise d'un coup et qu'il n'ait pas l'impression qu'on les trahit, encore une fois, en montrant l'intimité qu'il nous a confiée à des personnes où ça peut peut-être le gêner de le faire. C'est difficile aussi de casser son image pour un enfant vis-à-vis de son parent, quoi. Sur la retranscription de l'audition, il y a plusieurs méthodes. Dans le temps, on ne faisait ressortir que les éléments qui faisaient tenir l'infraction. On ne retranscrivait mot à mot que la partie de l'audition qui vraiment était révélateur de l'infraction en elle-même. Il y a plusieurs cultures. Il y a également des retranscriptions d'audition mot à mot. Ça peut faire des fois 25 pages, ce qui veut dire que le magistrat et tous les intervenants de la procédure vont devoir lire 25 pages. C'est lourd. Alors c'est lourd à faire pour le gendarme, mais c'est sûrement très lourd pour les magistrats également derrière et tous les intervenants de lire tout ça et de regarder l'endroit où l'enfant aura parlé. Les jouets. Alors dans l'unité d'accueil des victimes et dans les salles Mélanie de gendarmerie, il y a des jouets. Alors ces jouets, ils sont importants dans la phase d'accueil au début, ils sont importants après l'audition, quand on fait un petit peu une phase de décompression, où on s'entretient un petit peu avec tout le monde à bâton rompu, où l'enfant peut redevenir un enfant et jouer. Ils sont des fois gênants dans l'audition et des fois ils amènent un plus. Gênant quand il y en a trop, parce que l'enfant c'est un enfant, il va être tenté de plus s'intéresser aux jouets qu'aux questions gênantes en plus qu'on va lui poser. Et parfois il peut nous aider quand il est difficile pour un enfant de décrire les actes commis. Il y a des poupons, ils prennent les poupons et tout naturellement ils vont mimer les scènes avec les poupons. Alors ça, pour nous, c'est difficile après de le retranscrire noir sur blanc sur un PV d'audition. Mais par contre, on attire l'attention du magistrat en lui disant qu'à ce moment-là d'audition, l'enfant a mimé. Et on décrit la scène qu'a mimé l'enfant avec les jouets. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore dans la Drôme. Quand j'étais en Ardèche, où je travaillais donc au sein de ma brigade des recherches, j'avais une grosse boîte de bonbons. Alors cette grosse boîte de bonbons, c'était pas pour donner une récompense à l'enfant. Je ne voulais pas qu'il croie que j'étais contente de ce qu'il m'avait dit. C'était pour le faire redevenir un enfant après l'audition, pour qu'il ait des bonbons, qu'il ait du plaisir à avoir quelque chose de sucré, un truc de son âge. Et je lui en faisais toujours prendre pour ses frères et sœurs quand ils n'étaient pas là, pour associer la fratrie et pour bien montrer que ce n'était pas une récompense juste. Encore une fois, j'ai basé tout mon propos là sur mon vécu, mon expérience. J'ai sûrement oublié des choses. Je pourrais en parler des heures parce que j'en ai fait beaucoup d'auditions, surtout en Ardèche, beaucoup avec des ad-hoc. J'ai qu'à me louer notre collaboration avec les ad-hoc. Pour nous, c'est tout bénéfice pour une enquête. Ça nous décharge d'une partie matérielle, mais pas que ça, pas que d'une partie pratique. Ça nous décharge d'expliquer à un enfant où on n'a pas toujours, nous, les clés d'accès de la parole avec l'enfant, leur expliquer toute la procédure, toute cette chose-là, on n'a pas à le faire. La doc le fait pour nous. Franchement, moi, j'ai qu'à me louer d'avoir travaillé avec des ad hoc. Je vais arrêter mon propos, parce que sinon, vous n'aurez plus de temps. Voilà.